Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La coopération sécuritaire algéro-italienne. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Mered, met en avant à Rome la volonté de l'Algérie de développer des mécanismes de collaboration avec ses partenaires internationaux afin de mieux répondre aux défis sécuritaires communs. Un autre chapitre dans la coopération algéro-italienne dans le secteur agricole. Les investisseurs italiens séduits par la qualité du sol et la disponibilité de l'eau à Al-Mira, une wilaya propulsée au rang de pôle agricole par excellence. Un reportage à suivre dans cette édition. Il sera également question d'agrumiculture à Blida qui prévoit d'atteindre plus de 4,7 millions de quintaux cette saison de différentes variétés. Reportage à suivre dans cette édition. Plus de 300 000 Africains ont servi de carburant à l'économie de la France durant des décennies pour reconstruire un pays en ruine après la Seconde Guerre mondiale, une réalité longtemps occultée par l'histoire officielle. On en parle dans ce journal. Malgré toute tentative de l'occupation marocaine et de ses alliés, le Front Polisario est parvenu à participer à la réunion du groupe Maghreb de la Commission du commerce international de l'Union européenne. Une nouvelle avancée pour la cause sahraoui. Et puis à Gaza, quelques 376 000 Palestiniens sont rentrés dans le nord de l'enclave palestinienne entre lundi et mardi pour retrouver des maisons en ruine, alors que les frappes sionistes se poursuivent encore, violant ainsi le fragile cessez-le-feu. Bienvenue à tous. Dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre l'Algérie et l'Italie, une délégation algérienne conduite par le ministre de l'Intérieur a effectué hier une visite officielle à l'école internationale de formation de KSRT. Mered a mis en avant la volonté de l'Algérie de développer des mécanismes de collaboration plus efficaces avec ses partenaires internationaux afin de mieux répondre aux défis sécuritaires communs. Sabrina Kshrout. Cette institution spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme a présenté à la délégation les principaux axes de formation destinés aux forces de sécurité et aux magistrats, notamment en matière de cybercriminalité, de trafic illicite et de coopération interservices. Les échanges entre les responsables algériens et italiens ont permis d'examiner les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays dans la lutte contre les menaces transnationales. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant la volonté de l'Algérie de développer des mécanismes de collaboration plus efficaces avec ses partenaires internationaux afin de mieux répondre aux défis sécuritaires communs. Notre visite à cette prestigieuse école internationale s'inscrit, comme nous l'avons souligné hier avec mon ami Matteo Piantedosi, dans le cadre d'un travail dont l'objectif est de mettre fin au tracas des citoyens des deux rives de la Méditerranée. Un travail commun où tous les moyens seront déployés. Nous souhaitons que cette visite permettra de consolider notre coopération et concrétisera notre volonté commune de travailler de concert pour lutter contre le crime, quelle que soit sa nature. Cette visite s'inscrit dans une dynamique plus large de consolidation des relations algéro-italiennes dans le domaine de la sécurité et de la formation des cadres de la police et de la gendarmerie. Autre chapitre dans la coopération entre l'Algérie et l'Italie dans le secteur agricole. Cette fois, il s'agit d'un projet agricole colossal à Hassi El Gara à El Mnira. Les investisseurs italiens ont été séduits par la qualité du sol et la disponibilité de l'eau dans la région. La wilaya propulsée au rang de pôle agricole par excellence. Reportage Badia Armani. Promu au rang de wilaya depuis à peine 3 ans, Mnira se tourne de plus en plus vers l'agriculture et pour cause, cette wilaya dispose de grandes potentialités dans ce secteur stratégique sur lequel mise l'État. Des terres fertiles à perte de vue, de l'eau et du soleil, de quoi la propulser au rang de pôle agricole par excellence. Alhamdulillah, mashallah, الحاجة ناجحة كلش ناجحة الماء موفر الحمد نخدموا بالبيفاوات نخدموا بالرش وتخطير الشجره الجوت جوت. العام الماضي يعني كانت عندنا انتاج فلاحي للحبوب. La superficie consacrée l'année dernière aux céréales à Mnira était de 18 095 hectares. Cette année, elle dépassera 22 000 hectares. C'est pour ça que nous appelons les investisseurs à venir dans notre wilaya. ولاية المنيعة
نطلب من الساده المستثمرين والساده الفلاحين انه يلتحقوا بولايه المنيعه من اجل الاستثمار فيها. مستقبل الزراعه الصحراويه هي الان. L'agriculture saharienne connaît de grandes avancées. La preuve en est l'implantation de nombreux projets dans le cadre de partenariats avec les étrangers, notamment concernant l'agriculture stratégique. وهذا دليل على نجاح الزراعه الصحراويه خاصه الزراعه الاستراتيجيه. D'importants projets agricoles sont implantés dans cette région du pays qui attire de plus en plus d'investisseurs nationaux mais aussi des étrangers, notamment des Européens, des Italiens plus précisément. ولايه المنيعه تعتبر يعني ذات تربه خصبه وماء. Mnéa est connue pour sa terre fertile et son eau douce. Sa situation géographique encourage de plus en plus les investisseurs à s'y implanter. D'ailleurs, un salon international de l'agriculture est dédié à cette wilaya. La 3e édition a été organisée tout récemment en présence de 60 exposants et des investisseurs venus de toute l'Algérie. Le président de la République compte sur les wilayas du Sud pour booster le secteur agricole, car elles sont dotées de toutes les potentialités, notamment des terres agricoles exceptionnelles et un climat doux. Tous les produits sont cultivés, entre autres les céréales et le maïs. Nous avons aussi fait des expériences concernant la betterave sucrière et le tournesol qui ont donné de très bons résultats. كذلك احنا درنا تجارب فيما يخص الشمندر السكري، درنا فيما يخص عباد الشمس، وكلها هذه التجارب اعطت نتائج مثمره. Cette jeune wilaya, située à près de 900 km de la capitale, compte prendre une place de choix dans le programme national de développement agricole pour booster l'économie algérienne et participer à la sécurité alimentaire de l'Algérie. Restons toujours dans le secteur de l'agriculture. On s'intéresse ce matin à l'agrumiculture qui joue un rôle essentiel dans l'économie du pays aussi, avec une production en constante évolution. Cœur battant de cette filière, la wilaya de Blida prévoit atteindre plus de 4,7 millions de quintaux cette saison de différentes variétés. Et derrière ces variétés familières telles que l'orange et la clémentine se cache une variété qui mérite d'être préservée. Majda Jahmoun nous en dit plus dans ce reportage. Appréciés pour leur fraîcheur et leur saveur acidulée, les oranges et les clémentines occupent une place de choix sur les tables algériennes. Mais saviez-vous qu'il existe une multitude de variétés cultivées à travers le pays? Pour explorer cette diversité, direction Blida, principal producteur d'agrumes en Algérie. Dans la commune de Oued El-Alaïg, Abdel Hakim prend soin de ses arbres fruitiers, dont certains ont été plantés en 1956. Il existe plus de 200 variétés d'agrumes. Rien que pour les oranges, on pourra citer la Washington Naval, la Thompson Naval, la Valencia Latte, la Maltaise ou encore la Sanguine. Pour les mandarines, on a la clémentine Nules, la Corse, la Fina, la mandarine Satsuma ou encore la plus commune qu'est la tangerine. Pour le citron, il y a l'Oreca 4 saisons, le Meyer ou encore le Lisbonne. Ce clémentinier a été planté en 1956. La clémentine sans pépins est très appréciée, mais elle nécessite beaucoup d'entretien. Nous sommes arrivés à 150 quintaux à l'hectare. Il y a un surplus qu'il faut commercialiser. On peut exporter vers d'autres pays. Malgré cette abondance dans les rendements, les prix restent instables sur les étals des marchés. Les oranges de cette année sont exquises, mais je trouve que c'est un peu cher pour les personnes à faible revenu. Je viens d'acheter un kilo d'oranges à 150 dinars. Pour les mandarines, c'est par caisse qu'on les achète, tellement c'est bon. Le kilo est à partir de 90 dinars. J'avais pris celle de 110 dinars, car c'était de meilleure qualité. Moi, j'ai pris un kilo d'orange à 80 dinars. Elles étaient délicieuses, on en fait des jus, c'est une excellente source de vitamine C. Les prix diffèrent, tout dépend de la qualité des oranges. Certains vendeurs les proposent à 100 dinars le kilo, d'autres jusqu'à 160 dinars. Idem pour les mandarines, vous pouvez les trouver entre 50 et 100 dinars le kilo. Pour réguler le marché et éviter les déséquilibres, des solutions concrètes s'imposent.
Les solutions résident dans les coopératives. Les chambres agricoles doivent mettre en place des coopératives pour prendre en charge le surplus et réguler les prix sur le marché. Il est également essentiel d'instaurer un contrôle strict pour éviter la spéculation. L'agro-industrie joue un rôle clé aussi. Les agriculteurs devraient s'orienter davantage vers la transformation des produits pour valoriser leur production et réduire les pertes. Avec une superficie agricole dédiée aux agrumes de plus de 21 000 hectares, rien que dans la wilaya de Blida, le potentiel est immense. Diversification des variétés, transformation industrielle et exportation ciblée. Autant de défis à relever pour faire de l'Algérie un acteur incontournable sur les marchés régionaux et internationaux. Durant des décennies, des centaines de milliers d'Africains ont été arrachés à leurs terres et envoyés en France pour reconstruire un pays en ruine après la Seconde Guerre mondiale. Exploités dans les mines, les usines et les champs, ces hommes ont payé un lourd tribut, une réalité longtemps occultée par une histoire officielle. Yasmine Msodi. Après avoir traversé l'Atlantique, la Méditerranée et le Pacifique, ces Africains pensaient avoir échappé au pire. Mais en France, après la Seconde Guerre mondiale, une autre réalité les attendait. Un pays en ruine, un besoin urgent de main-d'œuvre et une reconstruction qui ne laissait aucune place aux considérations identitaires. À cette époque, la question de la religion ou l'origine des travailleurs ne se posait pas, seule comptait leur force de travail. Alors, la France a puisé sans retenue dans ses colonies, arrachant des milliers d'hommes à leurs familles pour les envoyer rebâtir des villes détruites par la guerre. J'ai plaidé cette affaire qui touche de nombreux anciens mineurs d'origine africaine. L'histoire de ce dossier remonte à une époque où la France, à travers ses compagnies minières, cherchait désespérément de la main-d'œuvre. Des militaires français ont été envoyés en Afrique afin de recruter de jeunes hommes en bonne santé, capables d'endurer les conditions éprouvantes du travail dans les mines. Plus de 300 000 Africains ont été exploités de la manière la plus brutale dans les rues, les villes et les campagnes de France. Réduits à une main-d'œuvre bon marché, ils ont servi de carburant à l'économie du pays. D'abord envoyés dans les mines et les champs, avant d'être affectés aux usines, ils représentaient, selon les rapports, près de 80% de la force de travail dans les années 1950, majoritairement issus d'Afrique du Nord. Relégués aux tâches les plus pénibles, plus de 1500 ouvriers algériens ont perdu la vie dans les accidents du travail entre 1945 et 1970, que ce soit dans les mines ou dans les usines. Les symboles de la puissance française aujourd'hui reposent sur l'exploitation et le sacrifice de ces hommes. Les mines de charbon, qui illuminaient les rues de Paris, n'étaient en réalité que des cimetières pour ces corps africains broyés dans le silence. La tour Eiffel elle-même, dressée fièrement, repose sur les épaules de ces travailleurs africains, ces lumières reflétant leur sueur et leur sang. Une vérité occultée par les récits officiels, tandis que le discours raciste les a désignés comme un fardeau, les rendant responsables des difficultés économiques et sociales en France. Aujourd'hui encore, ces jeunes sont utilisés comme boucs émissaires par l'extrême droite qui attise la haine et la division. Mais la vérité, aussi niée soit-elle, demeure un poids sur la conscience française. La France perd pied en Afrique et voit son influence dans le continent en déclin, notamment avec le rejet de la présence militaire dans les pays africains, mais aussi sur le plan économique, une relation toxique que la nouvelle génération d'Africains rejette et aspire à un partenariat dans le respect mutuel, un partenariat gagnant-gagnant. Amira Sifta.
Il semble que les lumières scintillantes de Paris, alimentées depuis des décennies par l'uranium nigérien, aient aveuglé les dirigeants français, leur masquant la réalité des bouleversements qui secouent actuellement le continent africain, où les peuples, en pleine révolte contre toutes les formes de tutelle et d'ingérence française, refusent désormais que les richesses de leur pays soient utilisées pour remplir les caisses de la France, qui les utilise pour résoudre les crises économiques cycliques qu'elle traverse. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Pendant des décennies, l'expression France-Afrique a constitué l'une des constantes de la politique extérieure de la France, reposant essentiellement sur l'épuisement des ressources économiques africaines, tout en s'imposant comme fournisseur exclusif pour écouler les produits français sur les marchés du continent. Mais les choses ont changé. La nouvelle génération d'Africains a ouvert les yeux et rejette aujourd'hui fermement l'influence de Paris. Juste rappeler à M. le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, ils n'allaient pas avoir de France aujourd'hui. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Aujourd'hui, la mainmise de la France sur le continent est levée, grâce à la volonté des peuples africains, conscients des enjeux et plus déterminés que jamais à reprendre leur destin en main. Le Front Polisario participe à une réunion inédite au Parlement de l'Union européenne, une victoire renforcée par l'annulation de la justice européenne de 2 accords commerciaux UE-Maroc, faute de consentement sahraoui. Yamina Seydji. Une nouvelle avancée pour la cause sahraoui, qui a imposé sa présence lors de cette réunion importante et inédite devant une commission européenne pour la première fois depuis plus d'une décennie. Malgré toute tentative vaine et désespérée de l'occupation marocaine et de ses alliés, le Front Polisario est parvenu à participer à la réunion du groupe Maghreb de la Commission du commerce international de l'Union européenne. Cette réunion porte sur les défis liés aux accords commerciaux et à la pêche, à la suite des récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a clairement déterminé les droits fondamentaux du peuple sahraoui par l'annulation définitive de 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. Le Front Polisario a renouvelé son appel à l'Union européenne à se conformer pleinement aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, au droit international et au droit international humanitaire concernant le Sahara occidental. Par ailleurs, le Front Polisario, après avoir évoqué la question des richesses naturelles et de la bataille juridique, a condamné le parti pris de la France en faveur de la politique expansionniste marocaine, contraire à la légalité internationale. La crise sociale engendrée par la crise économique au Maroc ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir tous les jours dans la rue pour protester contre la cherté de la vie et dénoncer la politique répressive du Marsen. Raouf Hamouche. Confronté à une grave crise multidimensionnelle, le régime du Marzen ne sait plus où donner de la tête. Il est aujourd'hui dans l'incapacité de répondre aux préoccupations du peuple marocain, heurté de plein fouet par une vague de problèmes socio-économiques, sans que la moindre solution concrète ne lui soit proposée. En cause, les politiques désastreuses adoptées par le gouvernement qui mènent le pays droit dans le mur. Une réalité amère qui pousse la jeunesse marocaine à braver les dangers de la mer au risque d'y perdre la vie, pour rallier l'autre rive de la Méditerranée. Pour eux, tous les moyens sont bons pour fuir le Maroc, vers l'Espagne notamment, et se débarrasser ainsi de la dictature du Marzen. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je sortirais manifester avec ma sœur pour demander aux autorités de lui offrir de quoi vivre. J'ai toujours pris soin d'elle, mais il est devenu extrêmement difficile de subvenir à ses besoins. Je suis une personne instruite, j'ai des diplômes et des compétences. Malgré cela, je n'ai pas réussi à trouver du travail. J'ai postulé partout, mais personne ne veut de moi. Nous savons que ce sont les privilégiés qui profitent de ces postes au détriment de centaines de milliers de jeunes diplômés. J'ai postulé
partout, mais je n'ai rien trouvé. Ils doivent offrir des opportunités aux jeunes qui veulent travailler. Nous n'avons aucun moyen de subsistance. Des familles entières se retrouvent aujourd'hui à la rue, luttant contre la faim. La hausse des prix, la dégradation du pouvoir d'achat provoquent la colère des Marocains qui envahissent les rues tous les jours, réclamant leurs droits les plus élémentaires. Une situation alarmante que le régime du Marzane tente coûte que coûte de dissimuler aux yeux du monde à coup de larges campagnes de désinformation et de rapports enjolivés, de données et de statistiques falsifiées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier, à la demande de l'Algérie, un briefing sur la situation dangereuse à laquelle fait face l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans les territoires palestiniens occupés, menacés d'interdiction par l'entité sioniste. Lors de son allocution prononcée à cette occasion, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, a rappelé le rôle primordial et crucial de l'UNRWA à Gaza, mais également en Cisjordanie, à Al-Quds, et a appelé tous les membres à soutenir l'UNRWA et à protéger les travailleurs de cette organisation onusienne souvent ciblée par les attaques sionistes. À ce jour, on compte des centaines de décès parmi les travailleurs de l'UNRWA. Il s'agit de la deuxième réunion du genre à se tenir ce mois-ci sur l'UNRWA, durant laquelle les États membres du Conseil devraient discuter de l'entrée en vigueur imminente de 2 lois du Parlement sioniste relatives à la fin du travail de l'agence onusienne en Palestine occupée. Le point de la situation à présent à Gaza. Plus de 376 000 Palestiniens sont rentrés dans le nord de la bande de Gaza entre lundi et mardi à la faveur d'un cessez-le-feu qui aura été d'une courte durée. Avec cette nouvelle frappe, les chars de l'armée d'occupation sioniste ont ouvert le feu hier sur plusieurs Palestiniens dans le quartier d'El Zaytoun, au sud de la ville de Gaza, et les forces d'occupation ont également ouvert le feu en direction de la frontière nord-est de la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne Merim Damis. Des milliers de déplacés palestiniens continuent de regagner progressivement leur ville dans le nord de Gaza dans le cadre du cessez-le-feu conclu après près de 16 mois d'agression génocidaire. L'organisation humanitaire Refugees International s'est dit alarmée par les appels au déplacement forcé de la population de la bande de Gaza, soulignant que les Palestiniens avaient le droit de rentrer chez eux. Par ailleurs, des sources médicales ont souligné que 250 personnes déplacées ont été admises à l'hôpital, relevant que ces Palestiniens qui essayaient de rejoindre le nord de l'enclave souffraient d'épuisement. Bien que le cessez-le-feu soit entré en vigueur le 19 janvier, l'entité sioniste continue de mener des attaques à l'intérieur de Gaza, violant ainsi les accords établis. Tôt le matin, des chars ont ouvert le feu sur les Palestiniens qui tentaient de regagner leur domicile à proximité de l'école de Khalil al-Noubani, au sud du quartier de Zaytoun. Il n'y a pas plus grande joie que celle de retrouver nos terres et nos maisons. Nous sommes prêts à mourir pour Gaza. Nous n'avons pas d'autre pays. Malgré les exactions, les pressions et les tentatives de déplacement forcé, le peuple palestinien reste fermement attaché à sa terre, refusant de céder face à l'oppression, incarner une volonté inébranlable. Leur résilience témoigne d'une ferme détermination à défendre leurs droits légitimes et à préserver leur héritage pour les générations futures. Je suis sorti de prison et je suis tellement heureux de revoir mes enfants et de retrouver ma maison, ou ce qui en reste après son bombardement. J'ai encore 2 de mes enfants qui sont détenus et l'aîné est porté disparu. On m'a cassé mes doigts et j'ai pris une balle dans la jambe. Que Dieu punisse les criminels. Je suis très heureuse de pouvoir rentrer chez moi. Ma maison n'est plus que décombres, mais je dormirai ce soir là-bas. Je remercie Dieu de pouvoir retrouver nos familles. Je n'ai pas vu ma famille depuis une année. Les Palestiniens rappellent au monde entier que leur terre n'est pas à négocier, car elle n'est pas seulement un territoire, mais leur raison d'être, et qu'ils ne cesseront jamais de lutter pour recouvrir la pleine souveraineté de leur pays, la Palestine.
On termine cette édition avec du football. Dans le cadre de la mise à jour de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, l'USM Alger, le Parado Athletic Club se sont neutralisés un but partout hier au stade du 5 juillet. Adil Boulbina a ouvert la marque pour le PAC dans les temps additionnels de la première période avant que Belrasmi n'égalise pour les Usmistes au début de la seconde. Avec ce résultat, le PAC grimpe la 4e position du classement avec 23 points, suivi par son adversaire de l'USM Alger en 5e position avec 21 points. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.